Je vais commencer à introduire la session pendant que les derniers participants arrivent. Alors déjà, je vous remercie à tous d'avoir pris le temps et de venir pour nous rejoindre et participer à cette session des rencontres en numérique. Pendant un jour, on était à Toulouse pour échanger et partager sur les expériences de participation citoyenne en France, mais aussi en Europe. Et on est très content de pouvoir continuer à le faire en numérique, pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, mais aussi pour ceux qui étaient présents et qui voudraient continuer à échanger et à apprendre sur les différentes démarches. Donc, pour cette année, nos sessions numériques, elles sont un petit peu différentes. On a essayé de varier les thèmes, de varier les formats aussi en ayant des formats un peu plus participatifs. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter l'atelier d'ID 21, notamment sur une démarche étrangère et voilà, pour apprendre un petit peu plus de comment on fonctionne chez nos voisins et comment on peut s'inspirer de ces démarches pour les reproduire et pour aussi travailler ensemble à favoriser la participation citoyenne. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Je vais laisser la place à nos intervenantes qui vont vous présenter la démarche. Et, euh, et voilà. Donc, je vous souhaite à tous un très bon atelier. Merci. Alors, bonjour, vous m'attendez tous et toutes. Bonjour et bienvenue. Je me réjouis que vous soyez ici si nombreuses pour notre atelier qu'on appelle Mener des démarches inclusives. Et on va vous présenter le cas du genre et la commune de Pries. C'est une commune en Suisse. Donc, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais vous présenter qui nous sommes, qui vous parle aujourd'hui. Moi, c'est Nora. Et je suis ici avec ma collègue Alice. Et je m'appelle Nora Böckli, comme je dis, et je suis chef de projet chez ID21. Et je suis suisse-allemande, donc vous pardonnez déjà mon accent. Et ma collègue Alice, tu veux dire allô? Oui, alors moi je suis suisse de la partie suisse romande, donc je parle bien français, et je suis chargée de projet chez ID21. Et normalement, il y aura Alexandra Mayer, qui aurait été notre troisième intervenante de la commune de Pries. Malheureusement, elle s'est excusée aujourd'hui car elle est malade. Donc, je la présente, Alexandra Mayer. Elle est travailleuse sociale de proximité à la commune de Pries. Et elle est aussi la mandataire de la démarche participative que nous avons pu réaliser dans la commune de Pries ce printemps, que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, ça me mène déjà au déroulement de l'atelier. Donc, notre atelier consiste en un moment divisé en deux grands temps. D'abord, dans la première partie, il va y avoir une présentation qui servira de base pour un second temps qui sera dédié à un moment d'échange sur vos retours d'expérience, d'abord en sous-groupe et ensuite dans un temps de synthèse ensemble. Donc, juste pour commencer, je vais brièvement vous présenter ID21, le bureau pour lequel nous travaillons. Ensuite, nous allons partager notre expérience avec le cas d'une démarche qui touche aux questions du genre. Pour cela, nous vous présenterons le contexte de Pries. Puis Alice abordera un peu de théorie. Elle partagera avec vous nos recherches sur les bonnes pratiques pour parvenir à une démarche participative inclusive, ainsi que les limites auxquelles nous avons été confrontés. Et finalement, nous vous présenterons le retour d'expérience sur le cas de Pries et nous allons en tirer des leçons. Donc, après cette partie, nous aurons l'autre partie dans laquelle nous allons vous laisser la parole pour que vous pouvez discuter en sous-groupe et puis on va clore un moment d'échange et de partage d'expérience. Donc, ID21, c'est le bureau pour lequel nous travaillons. C'est un bureau en Suisse et c'est une coopérative bilingue avec un système de gouvernance holocratique. Et nous sommes spécialisés dans la conception et la mise en œuvre de stratégies de participation. Nous avons 10
collaboratrices qui sont basées à Lausanne et à Berne. Et nous réalisons et accompagnons des projets un peu partout dans la Suisse romande et dans la Suisse germanophone. Donc là, normalement, j'aurais introduit Alexandra Mayer, qui vous présentera la commune de Prie. Je vais le faire pour elle. Donc, la démarche participative sur le genre de Prie. Donc déjà, Prie, c'est une petite commune dans le canton de Vaud, en Suisse. Et le canton de Vaud est composé en 10 districts. Prie appartient au district de l'ouest de Lausanne. Et l'agglomération lausannoise représente environ 140 000 habitants. 440 000, pardon, merci. Et juste pour comparer, le centre-ville de Lausanne a environ 140 000 habitants. Et le centre de Prie, c'est un centre urbain qui est en plein développement. 80% de sa superficie et surface d'habitation et d'infrastructure. Et les habitants de Prie, en total, ça fait 12 000 habitants, dont 50% sont d'origine autre que suisse. Et donc, il y a un total de 120 nationalités qui représentent Prie. Et comment on est arrivé à ce mandat de cette démarche participative sur le genre à Prie? En fait, le service sport, jeunesse et cohésion sociale a mené une enquête sur le sujet femmes et espace public. Ils ont fait ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'espaces que les femmes évitent ou n'aiment pas trop y aller. C'était surtout en parlant avec les jeunes qu'elles se sont rendues compte de cela. Donc, ils ont mené cette enquête qui a donné comme résultat qu'il y a non pas seulement des lieux que les femmes évitent, mais il y a aussi des lieux qu'elles doivent fréquenter à cause de différentes raisons de quotidien, mais qu'elles n'aiment vraiment pas. Donc, elles voulaient donner une suite à cette enquête. C'est pourquoi elles nous ont demandé, elles nous ont mandaté de mener une démarche participative. Alice, est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est la partie d'Alexandra. Oui, dans les objectifs de la démarche, c'était vraiment précisément donner la parole aux femmes et pour pouvoir créer un cadre vraiment inclusif et bienveillant vis-à-vis de ces femmes-là, leur permettre de se rencontrer, de parler ensemble de sujets qui les concernaient. Et de manière générale, il y avait la question du genre qui voulait être intégrée dans justement les aménagements les futurs aménagements d'espace public dans la ville. Donc, voilà, pour les objectifs. Mais sinon, ouais, malheureusement, elle n'est pas là. D'accord. Donc, maintenant, Alice, tu vas prendre la parole pour donner un peu du contexte théorique. Oui. Donc, pour répondre au mieux à ces objectifs qui avaient été demandés par la ville, on a mené une petite recherche sur comment est-ce que le genre se matérialisait dans l'espace public et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour rendre la démarche au plus inclusive. Donc déjà, on va commencer par définir ce qu'on entend par la notion de genre, parce qu'en effet, c'est un terme qui est en constante évolution. Il questionne d'abord les rôles sociaux associés au sexe féminin et masculin, mais il est sujet à controverse. Et ici, on va plus le percevoir comme questionnant les rapports de genre au-delà de cette vision binaire. Donc lorsqu'on parle de minorité de genre, on intègre ici un spectre bien plus large, et pour citer qu'une partie du spectre, il y a par exemple les personnes non binaires, agenres, transgenres et intersexes. Donc finalement, le genre s'est approprié par plusieurs luttes. Et vouloir un monde plus inclusif, c'est croiser ces luttes-là, donc avec une vision plus intersectionnelle du féminisme et des luttes LGBTQIA+. Parce que oui, vouloir inclure les minorités de genre, c'est aussi penser à tout autre type de discrimination et rapport de domination. Il n'est pas envisageable d'inclure qu'une partie des femmes ou qu'une partie des minorités de genre si on veut parler d'inclusivité. Et on s'est rendu compte que dans les guides d'aménagement sensibles aux questions de genre, le genre, il est quasiment toujours associé aux femmes et qu'il y a il y a des réelles lacunes sur le sujet.
Donc c'est vrai qu'ici, mes références sont très sur le genre porté sur la femme, mais avec une ouverture sur cette sensibilité-là. Donc il y a très peu de références pour les minorités de genre dans leur ensemble. Je vais passer à l'autre. Ouais. Ah oui, c'est moi. Pardon. Mais alors, pourquoi et comment est-ce que les rapports de genre s'expriment dans l'espace public? Donc d'abord, l'espace public représente le lieu des débats permettant l'exercice de la démocratie. Et depuis le démos de la Grèce antique, le concept de citoyen a certes évolué, mais on constate que les espaces publics, ils sont toujours pas conçus pour tous et toutes. Avec le concept de droit à la ville de Lefebvre, qui est assez connu, on perçoit l'espace public comme le lieu de négociation relevant de rapports sociaux asymétriques entre groupes et classes dominants et groupes classes dominées. Donc les normes de rapport de genre se matérialisent dans l'espace public et viennent conditionner les relations sociales, notamment en invisibilisant et en normalisant le harcèlement de rue, le sentiment d'insécurité, la présence d'images stéréotypées ou encore la division sexuelle du travail. Donc ici, à droite, vous voyez un schéma du quotidien d'une personne influencée par son rôle social, finalement. Donc on a la chaîne de mobilité d'une personne qui travaille et qui s'occupe du foyer. Donc le travail qu'on appelle improductif ou reproductif, qui est souvent attribué au rôle de la femme, et comparé au quotidien d'une personne qui a un travail dit productif, donc rémunéré, et qui est souvent attendu du rôle social de l'homme. Donc ça a un impact sur notre mobilité, finalement. Mais la question, c'est pas de savoir comment changer ces rôles sociaux, ici dans cette présentation, mais comment faire en sorte que les différentes réalités soient intégrées dans l'aménagement des espaces publics. Donc, ouais. C'est à moi de changer de slide. Donc la clé, c'est d'adapter les démarches participatives afin qu'elles puissent récolter les besoins du plus grand nombre, que les personnes se sentent le plus légitimes possible pour prendre la parole et partager leur réalité et éviter de reproduire les mêmes rapports de force. Donc ici, nous allons parcourir certaines bonnes pratiques qui peuvent être adoptées pour des démarches participatives, inclusives. Et les recommandations que je vais vous partager viennent d'un guide produit par l'Institut de concertation et de participation citoyenne, qui est nourri d'un atelier qui a eu lieu à la rencontre européenne de la participation de 2023 à Rouen. Donc le document se présente sous la forme de fiches, avec chaque fiche un enjeu lié aux questions de genre et des recommandations. Donc c'est de là que viennent, c'est la source de toutes ces informations-là. Donc elles s'appliquent aux femmes et certaines des recommandations peuvent aussi être adaptées à des publics qui se sentent moins légitimes ou qui n'ont pas l'habitude de donner leur avis, qui vivent différents types d'oppression qui les empêchent de faire partie des publics faciles à entendre, de celles et ceux qui participent facilement. Donc pour le premier point d'attention, on a le temps de parole. Donc les recommandations, c'est soit de sensibiliser le groupe au fait que certaines personnes prennent plus facilement la parole et longtemps, donc souvent des hommes ou des personnes qui sont plus à l'aise à parler en public, soit d'imposer un quota, soit de venir soutenir les personnes qui prennent moins la parole avec le regard et empêcher les personnes qui coupent la parole avec un geste de la main, ou soit de passer par l'écrit. On s'est rendu compte que certaines personnes, dont les femmes, sont plus à l'aise à l'écrit, donc d'alterner prise de parole et écrit ou de donner le choix. Le deuxième point d'attention, c'est le choix du lieu et de l'heure adapté. Donc, soit en favorisant les espaces qui sont déjà fréquentés par le public concerné et éviter des lieux qui sont un peu trop formels où des personnes risqueraient de ne pas se sentir légitimes. Aussi en alternant des moments plus ou moins exposés au public et ajuster l'horaire selon les contraintes. Donc, on avait vu que pour les femmes qui sont, si on veut toucher un public féminin actif, peut-être favoriser les pauses de midi pour faire des ateliers au lieu de fin de journée où elles doivent s'occuper en fait de tout ce qui se passe à la maison. Autrement, proposer une garderie lorsque c'est en fin de journée pour pouvoir avoir l'option de prendre ses enfants avec soi, ou s'adapter en fonction du public cible en fait voulu. Concernant la position du ou de la facilitatrice, facilitateur,
il y avait plusieurs points. Donc, soit l'animateur allié qui vient soutenir l'animatrice, rappeler aux participants et aux participantes de s'adresser à l'animatrice féminine du coup, parce qu'on remarque que les participants, ils ont tendance à plutôt aller vers les facilitateurs hommes, car ils sentent qu'ils sont plus légitimes à prendre la parole. Il y a aussi le terme d'animateur sauveur, mais qui peut être aussi remis en question, mais ce serait l'animateur qui viendrait dénoncer un comportement sexiste envers une animatrice, donc en soutenant l'animatrice. Ça peut être jugé un peu intrusif ou maladroit, il faut se mettre d'accord à l'avance. Favoriser aussi les binômes femmes-hommes. Donc ce serait dans l'idée de s'allier pour une meilleure inclusion, mais aussi pour donner l'exemple aux participantes et aux participants. La question de la préparation d'animation à l'avance aussi, où la facilitatrice pourrait avoir un code de langage avec son binôme s'il y a un souci et pouvoir intervenir en cas de souci. La question de la mixité choisie. Donc il y avait plusieurs possibilités, soit d'articuler des temps de participation en mixité choisie avec des temps ouverts à tout public, et sensibiliser aussi les personnes aux raisons pour lesquelles les temps en mixité choisie sont nécessaires et utiles. Faire attention aussi à la mixité choisie lorsqu'elle n'est pas intentionnelle, parce qu'elle est liée à des horaires, comme on en a parlé avant, ou au lieu, ou certaines appréhensions stéréotypées sur les sujets abordés. Il y a aussi la question du portage politique. Il est difficile des fois de faire passer une démarche participative en mixité choisie. Donc il est intéressant d'avoir des arguments construits pour défendre le choix. Et la question de l'intersectionnalité, c'est de toujours faire attention, ce n'est pas parce qu'on est en mixité choisie qu'il ne peut pas y avoir d'autres rapports de force qui se mettent en place. Concernant le langage et les images, il faut porter une attention à l'écriture inclusive lorsque c'est possible, avec le point médian, le X, ou une écriture épicène qui est moins visible, ou un langage de contournement aussi, d'utiliser d'autres termes sans genrer forcément. Faire attention à la représentation de la femme dans les images, donc avec des vêtements soit pour les hommes très pratiques, ou des femmes très dénudées, ou des hommes aussi dans une attitude très assurée, ou des femmes lascives. Enfin, plusieurs points d'attention dans les images pour pas qu'elles soient stéréotypées. Et concernant la participation numérique, porter une attention à l'accès à Internet et à l'accès aux technologies d'information et de communication. Des femmes ont partagé aussi le fait que lorsqu'elles participent en ligne, si elles ont aussi de l'harcèlement en ligne lorsque leur sexe est affiché féminin. Donc porter attention à cacher ce genre d'informations. Co-construire avec les personnes, les plateformes pour une meilleure appropriation, faire en sorte que ça soit visible, lisible, et lorsque c'est en visioconférence, de laisser de la place pour une production écrite également. Donc voilà pour tout l'aspect théorique, et Nora va vous parler de comment est-ce qu'on a réussi à mettre en place certains de ces points dans la démarche APRI et quelles étaient les limites. Donc, voici quelques impressions déjà de nos démarches. Donc cette démarche participative, c'est composé de 4 marches exploratoires avec chaque fois un moment d'atelier à la fin de chaque marche. Et ces marches ont été réservées à un public féminin, 3 avec des publics cibles qui étaient les mamans, les jeunes de 12 à 20 ans et les aînés, et une ouverte à toutes les femmes. Et nous avons porté une attention particulière sur les horaires, en fait. Ça, c'était la première chose qu'on a inclus. On a fait attention aux lieux qu'on a choisis pour les ateliers, et on a fait attention aux itinéraires qui ont été adaptés selon les publics qui concernés. Pour les mamans, on a alors mis en place une garderie. Elle a été très appréciée par les mamans et elle leur a permis
de pouvoir venir et de partager ce moment sans se préoccuper de la garde de leur enfant. Et la réflexion qui a été faite derrière le choix du mercredi matin a été parce que les enfants à âge d'aller à l'école ne seraient pas à la charge des parents dans ce créneau d'horaire, mais également parce que les mercredis sont souvent les jours de congé pour les parents en Suisse. Des aînés, on a choisi l'espace de rencontre intergénérationnel quartier solidaire qui a été intégré dans la conception de la balade. Nous leur avons proposé une rencontre à l'heure de leur café rencontre habituel et qu'ils ont à chaque semaine, ce qui nous a permis de nous assurer que l'itinéraire auquel nous avions pensé leur convient et de créer un lien de confiance avec ces femmes qui, pour certaines, ne parlaient pas bien français, par exemple. Lors du café de rencontre, une première partie de la discussion a été faite en présence des hommes. Certains ne se sentaient très concernés et étaient engagés dans la démarche. Les femmes ont exprimé par la suite être bien entre elles. Donc, cette première rencontre a pu les rassurer, les informer sur les détails de la démarche et on a pu organiser l'atelier dans leurs locaux. Cela nous a permis non seulement de créer un lien de confiance avec les aînés avant le jour de l'atelier, mais aussi de s'assurer que l'itinéraire que nous avons choisi leur convient bien. Il faut dire, ou peut-être mentionner, je ne l'ai pas dit quand j'ai présenté Prie, mais Prie, c'est une commune qui est très pentue. Et il fallait faire attention, c'est pour les mamans et pour les aînés, de bien choisir les bons itinéraires pour les personnes qui sont moins flexibles en marchant et aussi pour des personnes avec des poussettes, c'est ça, poussettes. Pour les jeunes, l'atelier a été organisé dans l'espace accueil parascolaire, un environnement qui leur est familier et nous avons eu le lien direct avec la travailleuse sociale de proximité qui est très proche des jeunes, dont Alexandra et Manon, qui sont les deux pas là aujourd'hui malheureusement, étaient les principaux relais de ce public. Les itinéraires choisis, ils ont été déterminés aussi selon les résultats de l'enquête préalable que nous vous avons présentée avant. Donc, pour les retours d'expérience sur le cas de Prie, ce que cette démarche nous a enseigné, c'est que nous gardons dans cette expérience, c'est en fait que nous avons retenu ce qui a bien fonctionné et les difficultés auxquelles nous avons été confrontés pour arriver à une démarche au plus inclusive. La partie positive, nous notons qu'il a été possible de faire une démarche par et pour les femmes, ce qui n'est pas toujours facile, en fait. Il faut le dire peut-être comme ça, à passer politiquement. Et ceci nous a permis de créer un cadre de travail bienveillant par la création d'un lien de confiance en étant au plus proche de leurs besoins, car les femmes partagent des besoins très similaires. Elles avaient des enjeux partagés, cela facilitait la discussion et la légitimité de certains sujets abordés comme le sentiment de sécurité, mais pas seulement face aux hommes dans l'espace public, mais aussi notamment face au trafic automobile, qui est ressorti comme un grand enjeu sécuritaire pour elles-mêmes et leurs enfants. C'était déjà un résultat. Oui, vous voyez les résultats dans cette carte à droite. On a essayé de dessiner les points les plus avec les moins de sécurité. Finalement, les solutions ont été convergentes, ce qui est aussi bien, et une écoute attentive entre elles, toutes ont pu prendre la parole. On a vu qu'entre elles, particulièrement chez les aînés, avec certaines qui ne parlaient pas bien le français. Donc, nous avons réussi à mettre en place une garderie et à organiser les ateliers dans les lieux qui leur étaient familiers. Après les difficultés, le portage politique était contraint.
Donc, c'est vrai que c'était bien qu'on a pu faire cette démarche pour les femmes. En même temps, il y avait des contraintes. Donc, par exemple, le terme mixité choisi n'a pas été accepté et le point médian a été non plus accepté. Le X transclusif n'était pas accepté. Donc, la démarche ne concernait bien que les femmes, malgré la proposition d'intégrer d'autres rapports du genre. Pour la mobilisation, ce sont les mêmes enjeux que pour d'autres démarches. Les personnes isolées sont difficiles à atteindre et les femmes représentent une grande partie de ce public. Malgré la volonté d'adapter au mieux les horaires, certaines femmes nous ont communiqué qu'elles n'ont pas pu venir soit le mercredi parce qu'elles travaillaient, soit les samedis parce qu'il n'y avait pas de garderie ou parce qu'elles devaient s'occuper de leurs enfants plus âgés. Elles devaient les emmener au foot, par exemple, ou à d'autres activités. Donc, le public des jeunes femmes, alors que nous avions eu un contact direct avec les bonnes personnes relais, donc les travailleuses sociales et les animatrices, les jeunes femmes nous ont dit ne pas se sentir concernées car elles n'occupent pas l'espace public de leur commune. C'est souvent le cas dans des communes qui sont près du centre-ville, c'est que les jeunes, en fait, ils passent leur temps libre au centre-ville plutôt que dans le quartier. Et il a donc eu un certain désintérêt pour le sujet, ce qui est compréhensible étant donné qu'elles ne sortent pas dans leur commune. Donc maintenant, nous vous avons partagé notre expérience. Il y a un petit moment pour poser des questions, s'il y a des questions de compréhension peut-être. Et sinon, après, on va vous mettre dans des sous-groupes. Je vois qu'il y a 34 personnes, donc on va faire des groupes à 6 personnes peut-être, ou 5 personnes. Je te laisse choisir, Gabriel, et vous pouvez discuter vos expériences, quelles sont les conditions de réussite pour intégrer le genre dans les démarches participatives. Vous pouvez partager des expériences positives et négatives. Et je vais vous demander d'éluer une ou un rapporteur qui prend des notes sur un Word pour ensuite, quand vous revenez, partager avec le groupe entier. Mais avant de partir, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que des réactions ou quelque chose que vous partagez maintenant? Non, je ne vois pas de main. Pour préciser, pour la question des conditions de réussite pour intégrer le genre dans les démarches participatives, si vous n'avez pas d'expérience directement liée au genre, ça peut être l'inclusivité de manière plus large. Et une question. Bonjour, excusez-moi pour le bruit derrière moi, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, parfait. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était vraiment très intéressant. J'avais juste une question, et peut-être que vous l'avez mentionné, mais que c'est moi qui n'ai pas saisi l'information, en ce qui concerne la communication finalement aux différents groupes. Par quel type d'outils vous êtes passé? Est-ce que vous êtes passé plutôt par l'écrit, par l'oral ou uniquement par le relais dont vous avez parlé au niveau des travailleuses sociales? Voilà, j'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y avait eu une distinction aussi entre les différents groupes sur les outils de communication, si c'est possible. Merci. Merci. Tu veux répondre? Je peux répondre, oui. Alors, en fonction des publics, on a mobilisé des personnes relais différentes. Donc, pour les aînés, c'était le quartier solidaire qui a été le principal relais, qui est un espace où les personnes aînées peuvent se retrouver pour faire des activités ensemble. Pour le public jeune, c'était vraiment la maison de quartier, finalement. Et aussi les écoles, donc un peu tous les réseaux de la commune. Après, c'est vrai que pour les mamans, par exemple, c'était un public difficile à atteindre. On a essayé de passer par les écoles, mais c'était aussi difficile. Donc, ouais, différentes associations, mais par mail, des flyers. Ouais, c'était plus ou moins ça. Et des appels. Enfin, dès qu'il y avait une personne qui s'inscrivait, parce qu'on avait une inscription, enfin, c'était possible de s'inscrire en ligne, et dès qu'il y avait une personne qui s'inscrivait, j'envoyais un mail personnalisé pour qu'elle-même puisse être le relais d'autres personnes dans la commune. Voilà. Merci beaucoup.
Mais c'est vrai que c'est une bonne question et c'est souvent quelque chose qui manque, c'est un budget pour avoir beaucoup de communication. Donc, on aurait aimé faire plus et on aurait aimé faire plus en oral aussi parce que vous l'avez mentionné. Et il faut peut-être mentionner qu'on n'a pas fait Plus. oui, tout ce qu'on a voulu faire parce que contrainte de temps, de ressources. Et puis en fait, on s'est rendu compte avec les aînés, par exemple, que c'était, enfin, ça a très bien fonctionné avec elles parce qu'on a pu les rencontrer avant la démarche. Donc vraiment créer ce lien et il y avait plein de personnes qui étaient là pour le café finalement et qui se sont dit: «Ah mais c'est quoi cette démarche? Ah non, mais peut-être que c'est trop pour moi d'aller faire une marche». Et après quand on leur montrait l'itinéraire, elles étaient plus conscientes de ce qui était derrière la démarche. Donc ouais, faut vraiment aller, chercher les gens quoi et quand c'est possible, ben, avec elles, ça avait été possible de les trouver toutes dans un endroit ensemble. C'était chouette, mais c'est que c'est pas toujours évident. C'est vrai que l'oral, c'est facilitant pour beaucoup de publics, c'est rassurant aussi. Oui, c'est ça, ouais. Il y a d'autres questions? Non, je pense pas. Pas de questions par chat non plus. Je crois le son, c'est bon maintenant, j'espère. Donc, je propose qu'on vous sépare dans des sous-groupes et nous allons venir dire bonjour à tous les sous-groupes, voir comment la discussion se déroule. Ouais. Oui, volontiers. Est-ce que une groupe veut commencer de raconter un peu les main findings, les expériences que vous avez partagées? Est-ce que quelqu'une veut dire quelque Je vais chose? commencer avec notre groupe. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, on vous attend. Parfait. Donc, écoutez, dans notre groupe, on s'est posé des questions. Il y a une volonté, notamment des personnes chez nous avaient fait une assemblée citoyenne, par exemple, dans leur département, étaient très preneurs de savoir comment aller chercher le plus de diversité possible. Donc, c'est vrai que tout de suite, on ne s'est pas juste arrêté à la question de genre, mais on a été plus loin dans la question de la diversité, comment toucher le plus possible. Et puis, on est arrivé assez vite aussi à la question de comment on anime des réunions, justement pour faciliter l'expression de tous. Donc, ça rejoignait un petit peu ce que vous aviez mis au départ dans votre présentation, c'est-à-dire il y a un rôle très important de l'animateur. Donc, c'est vrai qu'il y a les questions de genre, mais on se disait, même en dehors des questions de genre, il y a des gens qui prennent beaucoup de place, qu'il faut savoir les contenir, d'autres qui sont plus timides. Puis des fois, ça rejoint aussi les questions de genre. Donc, des gens, par exemple, qui ne parlent pas bien la langue, effectivement, du pays, donc vont être plus timides pour s'exprimer, comment on va les chercher. Nous, on a même quelqu'un qui nous a dit que dans l'une de leurs assemblées, il y avait 2 personnes qui prenaient tellement de place, on n'a pas réussi à les contenir. Et donc, c'est les autres personnes qui ont fini par partir du groupe. Donc, voilà, il y a un vrai enjeu sur l'animation, comment on fait pour animer, voire même pour mettre des règles très précises. Parce que la personne de notre groupe disait, pour leur prochaine animation, ils vont mettre des règles beaucoup plus précises, notamment qui donnent la possibilité de sortir les personnes qui empêchent le débat. Et puis, ce qui était pour aller chercher les personnes pour avoir plus de diversité, on en est venu un petit peu à la phrase que vous aviez dite, là, qui était il faut aller chercher les gens. Puis là, il y a une vraie difficulté. Des fois, on ne sait pas comment faire. Dans notre groupe, des personnes ne savaient pas trop comment faire, même si ils ont été à plein d'endroits, justement, comme des marchés, des sorties d'école, des universités, des maisons de retraite, des supermarchés. Enfin bref, ils ont été à plein d'endroits. Mais des fois, même là, ce n'est pas toujours évident d'aller chercher de la diversité. En tout cas, on a beaucoup mis en avant aussi de faire comme vous l'avez fait, d'utiliser des relais, des associations, des organisations qui travaillent avec les publics qu'on cible. Donc ça, c'est un très bon moyen pour aller chercher ces personnes. Et puis, je pense que c'est à peu près tout de notre côté, très, très rapidement, les questions qu'on a mises sur la table.
Je peux prendre la suite. Oui, volontiers, Agathe. Je te laisse parler. Encore désolée pour le bruit derrière. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, le compte rendu sera peut-être pas complet puisqu'on avait oublié qu'il fallait désigner quelqu'un. Donc, j'ai essayé de rattraper un petit peu, mais on a parlé de la question des enfants beaucoup et en fait du fait que le mode de garde et la mise en place d'un mode de garde n'était pas toujours pris comme une porte pour venir participer du côté des mamans. Et du coup, la question, ça a été aussi de faire attention à ce que les parents puissent connaître et avoir confiance en la personne qui allait garder leur enfant sur ce temps-là, puisque c'était aussi quelque chose qui était un frein pour eux, en fait, OK, mode de garde, mais quel type de mode de garde? Et puis, s'ils connaissent pas la personne, ils vont tendance à, de toute façon, ne pas venir. Aussi, faire des ateliers potentiellement avec des enfants présents, soit pour entendre les enfants, soit pour favoriser la venue des parents. Et en fait, en ce qui concerne la parole des enfants, c'est vraiment compliqué de l'entendre quand les parents sont présents parce que, ils ont tendance à soit être les porte-parole des parents, soit les adultes vont parler à leur place et c'est un des témoignages qui a pu, avoir, lieu dans notre atelier. C'est qu'en fait, sur un atelier où il y avait à la fois les enfants et à la fois les parents, notamment les parents juste pour être, plutôt, en termes de sécurité et la personne ne pouvait pas être responsable des enfants présents, donc les parents sont venus et en fait, c'est les parents qui ont parlé. C'est pas les enfants, c'est beaucoup plus les parents, donc c'est vrai que sur ça, c'est compliqué, le fait de faire venir les mamans, notamment quand elles ont leurs enfants, même si les enfants sont acceptés dans l'espace, elles savent qu'elles vont devoir les gérer, elles savent qu'il y a des regards plutôt négatifs quand l'enfant se met à pleurer et cetera, donc sur ça, c'est compliqué. On a aussi, parlé de l'art et de la place de l'art comme, objet de médiation, en fait. Du fait que ça pouvait être, facilitant de passer par, la création, par un objet qui fait médiation, finalement, qui mobilise les mains des personnes et qui facilite l'expression puisqu'il y a quelque chose vraiment qui se passe entre elles et les individus à qui, elles doivent s'adresser. On a abordé la difficulté des temps en plénière puisque, il y avait cette question d'accord, on fait des ateliers en amont entre pairs, mais quand on passe en plénière, on perd toujours une partie des participantes notamment. Il y a la question de la mobilité qui se pose, la question des plannings et la question de passer la porte de certains espaces. C'est vrai que sur ça, on n'a pas vraiment abordé de solution à ce sujet puisque, on avait un petit peu toutes le même constat, dans l'atelier. Et en dehors du fait de se dire: «OK, il faut venir à elles plutôt que de les faire venir à nous». Mais si on passe sur du plénière, est-ce que l'ensemble des individus va accepter de venir à elles? C'est aussi une question qui se pose. On a évoqué la vigilance à avoir au sujet de l'utilitarisme, que pouvait ressentir, de la dynamique d'utilitarisme, pardon, que pouvaient ressentir certaines associations quand, elles sont des relais pour nous permettre de mobiliser les familles, les femmes notamment et au final, elles ont peu de retours parfois sur, ce qui peut avoir été produit et elles peuvent avoir du mal à elles mobiliser finalement ce qui s'est passé dans le cadre de ces ateliers-là et en fait, parfois, elles sont en demande justement de ne pas avoir juste été utilisées, le temps de notre démarche. On a aussi évoqué la question d'associer ou pas, les hommes, en tout cas les hommes cisgenres, je pense que c'est ça, l'idée, sur les temps qui étaient consacrés, aux femmes, en sachant que c'est difficile de mobiliser les hommes sur ces questions-là, mais qu'aussi on se demande est-ce que les femmes vont parler de la même manière quand les hommes sont présents? Donc, voilà, on s'est dit que potentiellement ça marchait toujours mieux, d'avoir des temps en amont, entre elles pour pouvoir parler après, comment réussir à y associer les hommes, plus tard? Ça a été aussi une interrogation. On a beaucoup d'interrogations et peu de solutions. Ensuite, on a parlé d'un point de vue plus large par rapport à l'inclusion. Alors, on a été coupé sur ce point-là, donc il me manque des éléments évidemment. Puisqu'on parlait de l'utilisation, des images et des pictogrammes et de favoriser la parole, heu, du coup via l'image. Et c'est vrai que donc moi j'ai parlé du Speedbot, l'outil du Speedbot que je mobilise et que j'ai dû réadapter parce que je suis avec des publics qui ne parlent pas bien français. Et donc typiquement, l'encre qui peut apparaître sur certains visuels, en français, ils ne savent pas ce que c'est. Donc il fallait moi que je puisse, trouver, une image qui parle aussi bien aux enfants qu'aux gens qui ne parlent pas français et donc j'ai mis un requin. On m'a dit que j'étais pas inclusif envers les requins, ça c'est que c'est un des retours qui m'a été fait et c'est évident que ça met une mauvaise image, de l'animal, mais pour le coup, j'avais besoin de quelque chose qui pourrait parler et du coup, ce qui a été apporté comme témoignage aussi, c'était l'utilisation des pictogrammes que nous, on mobilise, beaucoup
enfin, en tout cas, quand on fait des diaporamas, des visuels, etc., c'est un outil qu'on a tendance à mettre en place. Et pourtant, c'est pas forcément inclusif. Voilà, réfléchir à est-ce que ça représente la même chose pour tout le monde, si j'ai bien compris. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a été coupé, mais en tout cas, de faire attention à l'utilisation de ces pictogrammes qui peuvent avoir un sens pour nous qui n'est pas le même pour les autres. Je pense que le pouce veut dire que c'est bien ça que ça veut dire. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à intervenir si jamais j'ai oublié des éléments. J'ai essayé d'être suffisamment sur tous les points qu'on a pu aborder. C'était complet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre groupe qui aimerait partager? Je crois qu'il nous reste 2 ou 3 groupes. Je ne sais pas si Béatrice ou Louise veulent intervenir pour notre groupe. Je crois que Nicolas est parti. Parce que nous aussi, on avait oublié qu'il fallait désigner quelqu'un. Vas-y, Clara. On te fait confiance. Bon, j'ai noté quelques points, mais n'hésitez pas à me compléter si j'oublie quoi que ce soit. Alors, premier point, on avait la question des budgets participatifs, et en particulier du fait que c'est difficile d'atteindre toujours la même chose, mais les personnes qui se sentent pas forcément concernées par la gestion de l'espace public parce qu'elles s'estiment seulement résidentes et donc elles n'occupent pas tellement l'espace public de la collectivité. Donc, comment atteindre des nouvelles personnes? Parce que quand on fait un budget participatif, c'est souvent les mêmes personnes en fait, qui se mobilisent sur les ateliers et sur toute la démarche. Donc, il y a quelques idées qui ont été soulevées. Par exemple, d'utiliser les nouveaux outils numériques qui sont à notre disposition via une carte interactive qui pourrait permettre aux gens de dire où est-ce qu'ils veulent mettre en place leurs idées, de mettre en place aussi des ateliers parce que certaines personnes peuvent avoir des idées mais ne pas forcément savoir comment remplir le dossier à proprement parler du budget participatif. Parce que c'est vrai que remplir un dossier avec un format très contraint, très administratif, enfin, c'est pas forcément une compétence innée non plus. C'est pas forcément intuitif. Donc faire des ateliers avec toujours les mêmes points de vigilance que ce qui a été évoqué lors de la présentation. Après, on avait là aussi la question de comment diffuser l'information que le budget participatif existe. Et il y a un exemple qui a été pris, c'était celui de la ville de Lanester, au Finistère, dans le Finistère, qui a imprimé en fait les informations liées, liées à son budget participatif sur les sachets de baguettes. Et les retours ont été très positifs. Il y a vraiment eu beaucoup de participation parce que c'est un objet du quotidien et c'est moins facile, enfin, c'est moins jeté à la poubelle qu'un tract plus classique glissé dans la boîte aux lettres. Donc voilà, pour les solutions un peu qui ont émergé lors de nos discussions pour le budget participatif. Ensuite, il y a eu la question un peu plus large sur la question du temps que ça nécessite de faire des concertations. Parce que c'est vrai que les partenaires avec lesquels on travaille, que ce soit au niveau des opérations d'aménagement ou du budget participatif, ça nécessite du temps. Mais le retour qui a été fait, c'est qu'il y a de plus en plus de bailleurs qui ont conscience qu'en fait, le temps qu'on prend en amont pour de la concertation, ça permet en fait que le projet soit mieux accepté par les habitants et ça réduit le nombre de conflits. Et parfois, certains bailleurs sont même revenus après parce que le projet ne fonctionnait pas du tout et pour mettre en place des démarches participatives a posteriori, donc avec des cabinets spécialisés dans la question de participation. Donc voilà, ça c'était plus largement la question de la concertation et on sait que dès qu'on rajoute, enfin les maîtres d'ouvrage, dès qu'on rajoute il faut aussi que ce soit inclusif, etc., ça fait des points
supplémentaire d'attention dans leur charge de travail et dans leur plan de charge de gestion des ETP. Et donc, c'est vrai que nous, là-dessus, sur cette question du temps et du coût, on s'est dit que le plus important, c'était de bien mettre en valeur auprès des partenaires ce que ça leur permet de gagner, en fait, au final, en coût et en temps. Donc voilà. Ensuite, il y a eu un troisième point sur comment intégrer le genre, non pas dans la participation, mais dans les opérations d'aménagement et dans la conception du projet même. Donc, au-delà des questions de terrain de foot omniprésent, mais plutôt davantage de points. Et donc, dans ce cadre-là, il y a eu plusieurs suggestions de lecture qui mettent bien en place les points de vigilance. Donc, je les ai notés, mais je les mettrai dans le chat, comme ça, si ça intéresse d'autres personnes. Il y a genre et ville, le territoire, la ville et le genre, et la ville relationnelle. Donc, le dernier est un livre. Voilà pour les principaux points que moi j'avais relevés. Si quelqu'un de mon groupe veut compléter, n'hésitez pas. Je vois des pouces encore. Donc, merci beaucoup pour le partage, très intéressant. Ouais, pour les références volontiers dans le chat, si d'autres personnes ont des références aussi, c'est un peu le but aussi de cette rencontre, qu'on se donne un peu des petits tips. Vous pouvez les mettre Oui. dans le chat pour aussi les inclure dans le compte rendu qu'on partagera, comme ça on aura une version assez complète. Super. Volontiers. Est-ce qu'il y a encore un groupe? Je crois qu'il devrait en avoir un autre groupe. Oui, mais alors nous, au contraire, on avait bien nommé qu'il fallait quelqu'un qui restitue l'atelier, mais on a tous regardé nos chaussures au moment de la désignation. Donc personnellement, je me suis attelée à la tâche de l'animation du groupe, mais j'ai pris quelques notes, Catherine. Mais moi, je veux bien dire quand même ce que j'ai relevé, et je propose à mon binôme Vincent de poursuivre, si cela vous convient. Ça marche bien, les binômes. Voilà, donc homme-femme, comme il se doit. Donc, ce qu'on a remarqué dans notre atelier, donc on a fait un tour de table. Donc, nous avions un game designer, en la personne de Vincent. Ensuite, Benoît, qui est chargé de mission pour la ville de Châtellerault sur les questions. Alors, précisément, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, ça inclut des questions d'inclusivité. Nous avions Fanny qui est sur le monde agricole en charge donc de comités citoyens notamment. Thierry Uriel qui est lui de profession, si je ne me trompe pas, sur des questions d'environnement et d'aménagement du territoire. Et moi-même donc qui suis intéressée par les questions de démarche citoyenne en qualité de vice-présidente du CESER de la région Bretagne, Conseil économique, social et environnemental région Bretagne. Donc voilà, chacun y est allé de ses témoignages. Ce que j'ai noté, peut-être des mots-clés, et je laisserai Vincent compléter ce que je donne comme mots-clés. Sur les questions de game design, on a entendu des problématiques autour de la production de l'info urbaine qui était importante. Sur les questions de questionnaires citoyens et de prise de parole égalitaire, on a entendu là aussi en termes de difficultés que ce n'était pas évident de faire passer ces questionnaires auprès des populations, mais je crois qu'on est assez nombreux à l'avoir pointé. Nous avons également pointé les questions alors c'est Fanny qui expliquait cela, de faire attention dans les comités citoyens, quand on a des coordonnées sur la carte nationale d'identité de quelqu'un officielle et puis l'identité souhaitée par la personne, il peut y avoir des problèmes de cet ordre-là sur lesquels il faut être vigilant. Et puis, nous avons également eu toute une foule d'exemples sur les marchés à Libreville
qui a été répartie entre des box et des étals, et c'était les hommes qui prenaient les espaces les plus intéressants, et les femmes étaient, si je puis dire, reléguées au bord des rues, donc en situation de danger. Autre exemple de parole, c'est Benoît qui évoquait le 60-40, voire le 10-90 sur la répartition du temps de parole femmes-hommes dans les ateliers d'expression populaire. Et puis, difficulté aussi à consulter les personnes, et c'est moi-même qui avais proposé de revenir à un concept qui est très utilisé par A.T.D. Carmond, que vous connaissez toutes et tous, qui est la notion d'aller vers, parce que les prises de parole, c'est difficile entre les hommes et les femmes pour des questions de langues étrangères, vous l'avez dit tout à l'heure pour certains et certaines d'entre vous, mais je disais que A.T.D. Carmond faisait des réunions au pied des tours dans des démarches d'aller vers, parce que le simple fait de se mettre dans une salle de réunion, eh bien, en soi, l'accès à une salle de réunion, ça peut être pour certaines personnes une difficulté. Donc, la démarche d'A.T.D. Carmond est intéressante à cet égard, en termes de créativité à inventer pour impliquer les habitants. Je te donne la parole, Vincent. Je vous donne, pardon, la parole, Vincent. Et pas de souci pour le tutoiement. Globalement, vous avez parcouru tout ce qui a été dit. Fanny précisait que, en tant qu'animatrice, elle était souvent accompagnée d'un animateur masculin, donc, et que c'était dans cette technique d'animation, ça fonctionnait très bien. Vous avez parlé des problématiques soulignées par Thierry Uriel, donc tout va bien. Pour ce qui est de l'usage du numérique dans la concertation publique, donc je suis game designer et je participe à la conception d'applications de concertation publique. Ça ne résout pas tout. Pour notre, dans notre catalogue d'applications, on a comment dire, ce sont des enquêtes, donc assez unilatérales où c'est les participants et participantes qui répondent à des enquêtes, et donc ces participants et participantes sont anonymes. Et là, du coup, pour ce qui est la question du genre, de l'âge, de l'origine culturelle, on ne demande jamais ça en fait, mais c'est anonyme, où il n'y a que les initiateurs de l'enquête qui sont au courant, donc il n'y a pas vraiment de problème de genre à cet égard-là. Donc, pour dire que le numérique n'est pas forcément la solution, et que, en tout cas, n'est pas une solution dans des démarches de participation publique, voulant mettre en avant l'intelligence collective. Toc toc, puis voilà, on a tout dit, oui. Merci, Vincent. Merci beaucoup, aussi très intéressant. Est-ce qu'il reste une dernière groupe ou on a tous les groupes? Alors oui, il reste un dernier groupe. Je vais compléter, mais enfin, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites. Donc on a parlé aussi multiplication, donc des canaux, des lieux, des horaires, le aller vers qu'on a pu. Alors, en tant qu'aménageur public, je l'ai expérimenté notamment avec une Rosalie, par exemple. Qui permet du coup d'être plus agile plutôt que flécher un lieu en particulier. On a parlé aussi alors du lien, pas seulement entre participants, donc qui peut être notamment facilité par une charte de bonne conduite, mais aussi au niveau des facilitateurs et de difficultés qui avaient pu être rencontrées des fois sur certaines démarches avec des facilitateurs qui finalement pouvaient avoir un comportement un peu exclusif. Et donc finalement que cette charte qui était régulièrement mise en place pouvait aussi être opportune auprès des facilitateurs. Après, alors dans les démarches testées aussi, on a eu un retour d'expérience sur pour l'inclusion plutôt de publics défavorisés, le fait de laisser du temps. Donc en particulier sur des résidences sociales, par exemple, le fait de laisser du temps pour exprimer du ressentiment avant de passer finalement au vrai sujet de l'atelier. Donc voilà, de prévoir déjà dans l'organisation de l'atelier, des démarches de participation, ce temps-là,
pour que du coup le ressentiment s'exprime avant d'être dans la construction. Et puis on a parlé aussi diversification des modes d'expression. Donc pour que chacun puisse s'exprimer dans le mode dans lequel il est le plus à l'aise, donc que ce soit la parole ou l'écriture ou le dessin, suivant les profils de personnes. On a également évoqué, enfin on s'est interrogé, donc là sans solution, mais plutôt sur le quel était le meilleur format en fait entre le format entre pairs ou le format plus ouvert, et donc le risque d'entre-soi que pouvait représenter le format entre pairs, mais en même temps le fait que ça peut libérer d'une certaine manière la parole. Voilà, donc sans forcément flécher une solution à l'issue. Voilà, je laisse les personnes de mon groupe compléter si j'ai oublié des éléments. Ouais, j'ai vu des pouces encore. Ouais, très intéressant, Amandine. Merci. Oui, merci. Oui, merci. Est-ce que je peux faire un petit peu de publicité pour le César Bretagne, où c'est pas très déontologique, mais c'est au nom du collectif. Le César Bretagne a produit l'année dernière une étude, et elle est disponible sur le site du César.Bretagne, sur la participation citoyenne. J'en étais la rapporteure avec un collègue, mais ce n'est pas un travail individuel, c'est bien le fruit d'un travail collectif. Et si les gens sont intéressés pour aller la voir, elle servira, et elle a servi de base au débat aussi au niveau de Césaire de France sur cette question de la démocratie participative, que vous connaissez toutes et tous mieux que moi, très certainement, mais je faisais ce partage d'informations. Alors, je suis désolée de ne parler qu'au niveau hexagonal. J'imagine qu'en Suisse, chers collègues, vous avez aussi ce genre de démarche, et je serais tout à fait intéressée pour avoir également des informations de votre part. Oui, merci beaucoup, Catherine. Si vous voulez, vous pouvez bien mettre le lien de cette étude dans le chat aussi, s'il n'est pas encore. Et Alice va encore... tu dois changer le slide. Oui, comme ça, on va encore vous présenter nos références. Ouais. Ouais. Donc, je vais vous donner un peu les références sur lesquelles je me suis basée pour la recherche, parce que ça peut intéresser du coup tout le monde. Donc il y a 2 guides qui ont été produits par la mairie de Paris. Donc au total, il y en a 3, je crois qu'ils en ont fait sur des années différentes. Et ces guides-là, c'est vraiment plus pour des espaces publics sensibles aux questions de genre, donc c'est moins sur la question de la participation, mais ça intègre aussi la question de la participation, parce que finalement, c'est une des solutions pour arriver au mieux à les espaces publics sensibles aux questions de genre. Et ça touche à 5 thèmes. Donc les thèmes, c'est circuler, occuper l'espace, être présente et visible, se sentir en sécurité. Et finalement, le dernier thème, c'est participer. Donc il y a un peu des conseils là-dessus. Il y a le LARES aussi, qui est une association qui a produit un document qui s'appelle La Rose des Vents. Donc c'est aussi un document guide pour un aménagement sensible aux questions de genre. C'est moins détaillé que les guides de la ville de Paris, mais ça justifie, ou ça donne des arguments sur le besoin d'intégrer des personnes expertes des questions de genre dans les différentes étapes du processus d'un projet d'aménagement du territoire. Et ouais, du coup, le LARES, c'est une association qui s'engage en faveur d'un changement culturel dans le domaine de la planification, de l'aménagement urbain et de la construction, afin que le besoin de toutes les personnes soit pris en compte. Donc, notamment, c'est des expertes de la question du genre. Il y a le dernier, c'est le guide de la participation citoyenne de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, pardon. Donc, c'est l'ICPC, qui a publié des fiches avec des conseils et des points d'attention pour une démarche participative en faveur de l'égalité des genres. Donc là, ça touche vraiment à la démarche participative. Je vous conseille d'aller voir, c'est super intéressant. Et il y a des différentes discussions. Ouais, donc c'est super intéressant. Et pour les références académiques, c'est un moment de changer. Pour les références académiques, ben voilà, je vous laisse regarder ce qui vous intéresse.
Mais peut-être que ça sera plus intéressant de regarder les guides si c'est pour l'appliquer, disons. Ça dépend de votre domaine de recherche et d'intérêt. On pourra aussi envoyer le PowerPoint aux participants si ça intéresse dans la salle. Enfin, si vous êtes d'accord chez ID21, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, pour nous, de notre part, nous avons fini de vous raconter ce que vous voulez vous raconter. C'était très intéressant d'avoir d'écouter aussi vos expériences et de pouvoir créer ce lien entre cette théorie et entre des expériences que chacune a fait dans vos domaines. Je ne sais pas si quelqu'un ou quelqu'une veut encore ajouter quelque chose, si c'est encore une question ou une demande. Non, je crois que c'est tout. Personne n'a de questions, je peux me permettre de fermer la session. Je remercie beaucoup Nora et Alice d'avoir fait cette présentation, de nous en avoir appris plus sur une démarche en Suisse concrète et de nous avoir permis de travailler séparément dans les groupes sur ces questions d'inclusion qui sont essentielles quand on parle de démocratie et de démocratie participative. Je vous invite tous à nous aussi, chez Décider Ensemble, on a travaillé sur ces questions, notamment les jeunes. Je sais que c'est une question qui est pas mal revenue. Récemment, on a produit un document sur les jeunes, l'engagement et la participation des jeunes en France et en Europe. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Décider Ensemble, voilà, vous pouvez aller voir sur notre site internet. En ce moment, on est aussi en plein dans les prix de la participation, donc une démarche qui vise à récompenser toutes les entreprises de participation citoyenne. Et on a encore d'autres sessions, des rencontres numériques vendredi, enfin demain. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire. Voilà. Je laisse la parole maintenant si quelqu'un a des remarques ou des questions. Je vois que Vincent a la main levée. Ou alors c'est une erreur. D'accord. Merci. Allez-y. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être venu et pour votre intérêt. Merci aux animatrices en chef et puis à tous les gens qui ont animé cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.